guerre par procuration au profit d'une puissance étrangère dont je ne citerai pas le nom. Pourquoi? Mais parce que tu penses vraiment que c'est par procuration ce qui va se passer? En fait, le souci de nos organisations, que ce soit l'Union africaine ou la CEDEAO ou même les autres organisations qui se situent en Afrique, c'est une question d'indépendance. Ce ne sont pas des organisations indépendantes, surtout sur le plan du financement. Mais je vous recommande juste de faire des recherches par rapport à qui finance la CEDEAO. Et là, tu verras qui commande vraiment la CEDEAO. La CEDEAO est financée en grande majorité par des fonds de l'Union européenne. C'est pour cela que la plupart des États de l'Union européenne insistent pour que la CEDEAO intervienne au Niger. Et l'objectif, justement, est de rétablir un président qui sera favorable à leurs intérêts. C'est aussi simple que ça. Parce que tout, c'est une question d'intérêt. Et quand je parle d'intérêt, je fais souvent allusion non seulement à l'uranium nigérien, mais l'uranium, c'est juste une partie. Il y a beaucoup de pétrole qui a été découvert récemment au Niger, également du gaz. Et surtout, le projet gazier transsaharien partant du Nigérian, passant par le Niger, allant vers l'Algérie pour ravitailler l'Europe, ça, c'est un projet qui ne pourrait voir le jour que si il y a un régime favorable aux intérêts européens au Niger. Vous voyez un peu. Un régime stable. Oui, un régime stable. Et c'est justement pour cela qu'on a une position plus ou moins ambiguë des États-Unis par rapport à ce qui se passe au Niger, parce que tout simplement, les États-Unis ne veulent absolument pas que l'Europe devienne indépendante par rapport à sa fourniture en énergie. Les États-Unis aimeraient toujours continuer à vendre leur gaz de schiste là, à l'Europe. C'est une des raisons pour lesquelles on a une guerre en Ukraine, justement, parce que c'est une guerre du gaz, il faut le dire. Lorsque les pipelines Nord Stream 1 et Nord Stream 2 ont été sabotés, tout le monde sait qui l'a fait, mais personne ne le dit. Mais l'objectif, justement, c'était de couper la dépendance européenne par rapport au gaz russe et que les Européens soient obligés d'acheter le gaz américain à 3 fois plus cher. Et justement, ce sont ces enjeux géopolitiques qui se transposent actuellement sur le continent africain, notamment au Niger. C'est pour cela que tu vois les États-Unis avoir une position plus ou moins ambiguë et qui vont dans le sens de soutenir la junte. Et justement, si les États-Unis parviennent à soutenir la junte, ça veut dire qu'ils donnent une certaine légitimité à la junte. À cela s'ajoute le possible soutien de la Russie. Et si ça arrive, ce sont les Français qui vont perdre, comme je l'ai dit à chaque fois. En fait, ce que j'essaie de dire par là, c'est que le vent de changement qui est en train de souffler un peu partout en Afrique de l'Ouest, soit, bien entendu, par des moyens non démocratiques, mais c'est un vent qui n'avantage absolument pas la France. Absolument pas la France. Et ça, les opinions publiques africaines l'ont compris. C'est pour cela qu'il y a un soutien systématique des coups d'État qui se déroulent en Guinée, au Mali, au Burkina et au Niger. Donc, juste pour camper un peu le décor, pour comprendre, pour permettre d'avoir une lecture de la situation au Niger par rapport au contexte international. Donc, c'est ça, en fait. Maintenant, écoutons si tu me le... Ok, je t'en prie, vas-y. Maintenant, il y a deux camps qui s'opposent. Le camp de ceux qui veulent justement réduire l'influence de la France dans son précaré et le camp de ceux qui, justement, entretiennent de bonnes relations avec la France et qui n'aimeraient pas, justement, que ce qui se passe au Niger serve de prétexte à d'autres militaires qui sont dans d'autres pays, notamment au Sénégal ou ailleurs, de faire la même chose. C'est pour cela que, justement, le Sénégal est dans son rôle. Le Sénégal est un partenaire privilégié de la France. Et le Sénégal, ainsi que le Nigeria, ainsi que la Côte d'Ivoire, sont dans une logique, justement, d'intervenir tout simplement parce qu'ils ne veulent pas que ce qui se passe en Niger serve d'exemple à leurs soldats. Mais justement, au Niger, en Côte d'Ivoire, il y a, quand le président Ouattara a parlé de la possible intervention de ces militaires au Niger, les militaires
le contingent qui a été désigné a posé des conditions qui sont plus ou moins ubuesques. Ils veulent une assurance, en plus d'une prime de 25 millions. Alors, je ne sais pas si ces informations sont confirmées, mais si ces informations sont confirmées, ça veut dire beaucoup de choses, en fait. Ça veut dire que ces militaires ne sont absolument pas prêts à aller non seulement combattre leurs frères africains, mais ne sont absolument pas prêts à mourir pour leur pays, pour ce genre de cause. Qu'est-ce que cela veut dire? Cela veut dire que, quoi qu'il arrive, cette intervention est illégitime. C'est ça que j'essaie de dire. Cette intervention est illégitime au niveau non seulement des opinions, et même au niveau des forces de défense et de sécurité qui sont censées intervenir sur le territoire nigérien. Parce qu'il ne faut pas oublier une chose. Les militaires nigériens, maliens, sénégalais et ivoiriens, ils ont souvent été formés à la même école. Je ne sais pas si tu connais les Britanniques militaires de Saint-Louis, de Kati, du Niger. Mais quand on va là-bas, on trouve des Nigériens, des Sénégalais, des Gabonais, ils ont grandi ensemble. Ce sont des frères d'armes. Le plus souvent, ce sont des frères d'armes. Ce sont des gens qui ont fait les mêmes écoles, qui ont grandi ensemble, qui ont eu la même éducation, qui sont même amis parfois. Moi, je sais de sources certaines que l'intervention militaire, la participation sénégalaise à l'intervention au Niger est très impopulaire au sein de l'armée sénégalaise. Ah ouais, à ce point? Oui, à ce point. Impopulaire. Mais ce sont des militaires. Quand on leur donne un ordre, ils sont obligés d'appliquer. Censés les exécuter. Oui, ils sont censés les exécuter. Alors, c'est ça. C'est ça. Donc, juste pour te montrer la complexité de la situation, pour te montrer quelles sont les causes, mais juste pour que tu comprennes également que c'est loin d'être gagné. C'est absolument loin d'être gagné. Et c'est justement loin d'être fini, parce que jusqu'à les prochains mois à venir vont nous édifier. On verra si la junte va réussir à se maintenir au pouvoir ou pas. Mais actuellement, la CEDEAO ne parvient toujours pas à se mettre d'accord par rapport aux conditions, aux modalités, à la base arrière, parce que pour une intervention, il faut une base arrière. Et le Tchad est réticente, la Côte d'Ivoire, je ne sais pas. Le Nigeria a suffisamment de problèmes dans son territoire. D'ailleurs, je précise une chose. Dans l'armée nigérienne est constituée à plus de 50% de Hausa. Les Hausa, mais c'est un peuple nigérien. Vous voyez un peu. Donc, il y a beaucoup de choses qui font qu'une intervention militaire au Niger, c'est une mauvaise idée. Absolument. Moi, je suis de ceux qui pensent que c'est une très mauvaise idée. Maintenant, il y a des gens qui, pour eux, il faut absolument dégager cette junte et remettre Bazoum au pouvoir. Pourquoi? Parce qu'il y va de leurs propres intérêts à eux. Il y va de leur propre sécurité à eux. Et là, je pense qu'ils sont de plus en plus minoritaires, surtout si l'on sait que les États-Unis actuellement sont en train d'effectuer des manœuvres allant dans le sens de consolider le pouvoir de la junte nigérienne. Et dommage pour eux. Pop Ousmane, on va passer une opinion occidentale. Tu vas me dire ce que tu en penses. Oui. Je pense que ça risque de confirmer tes propos. Et Régis Le Sommier avec le printemps arabe. On peut citer le printemps arabe ou les guerres du Golfe, auxquelles on subit exactement la même chose que les Américains en Irak, en Afghanistan, sur cette zone. C'est-à-dire que ce sont les forces locales qui essayent de nous expulser, accompagnées par les élites et une partie de la population. La question qui est posée au Niger, à la différence du Mali et Burkina Faso, c'est à quel point la population nigérienne veulent nous sortir. Il y a une incertitude à ce point-là. Autant au Mali et au Burkina Faso, on est certain qu'ils veulent nous sortir, autant au Niger, c'est loin d'être certain. Et c'est pour ça qu'une intervention militaire est légitime. Or, comme l'a rappelé Régis, sans le Tchad, sans le Nigeria, c'est impossible d'intervenir militairement, hormis si nous, on envoie nos propres troupes. Mais si on envoie nos propres troupes, c'est la quête. Pour rappeler que le président Bazoum a été élu démocratiquement. Oui, aujourd'hui, c'est pas ce que font les putschistes, c'est mobiliser quelques milliers de personnes dans la capitale. C'est absolument pas représentatif de la population au Niger. Et aujourd'hui, on n'a aucun moyen de savoir, au niveau d'un sondage quelconque, si la population du Niger soutient ou non les putschistes. Exactement. La question qui est posée, c'est également, est-ce que le président du Nigeria
parce que c'est un État fédéral, a assez la main sur son pays, notamment parce que, en fait, le Nigeria, c'est compliqué. C'est-à-dire que dans le Nord, c'est un État fédéral qui est compliqué. Donc, le président qui est élu n'a pas la main sur tout. Donc, est-ce qu'il a assez d'autorité? Il a été élu en mai, je crois. Il a été élu en mai. Est-ce qu'il a assez d'autorité pour convaincre son peuple de partir en guerre contre un pays allié, notamment du fait qu'ils ont déjà des problèmes dans le Nord, notamment avec le terrorisme islamique. L'autre question qui est posée, moi je pense qu'il faut intervenir d'une manière ou d'une autre, quoi qu'il arrive. La question qui est posée, Ouais. Il faut intervenir d'une manière ou d'une autre. Ou d'une autre, oui. Qu'est-ce que tu penses de cette analyse française? Oui, moi j'ai souvent l'habitude de reprendre les mots de Cheikh Tidiane Gadio, du docteur Cheikh Tidiane Gadio, bien que je suis plus trop d'accord avec lui. Il a dit à maintes reprises, hein, surtout lorsqu'il était ministre des Affaires étrangères du Sénégal, les Occidentaux ont parfaitement le droit de chercher à défendre leurs intérêts. Ils ont le droit, hein, il faut le reconnaître ça. Parce que quand même, ils ont besoin d'énergie, ils ont besoin d'uranium, ils ont besoin de pétrole, ils ont besoin de gaz. Mais c'est aux dirigeants africains de chercher à protéger les intérêts de leur population. C'est ça la vérité en fait. Tu ne peux pas empêcher, c'est comme le commerce, tu ne peux pas empêcher à une personne, quand tu vends quelque chose, une personne à 10 000 francs, quand tu vends quelque chose à 10 000 francs, une personne peut te dire, oui, moi je te propose 500. Donc, mais c'est à toi de te dire que non, moi, je ne vends pas ça à moins de 9 000. C'est tout. C'est toi qui protèges tes intérêts. C'est tout. Donc, le fait que la France et les autres puissances étrangères veuillent préserver leurs intérêts au Niger, il n'y a rien de plus normal. Par contre, les Africains sont en droit de se dire que oui, nous, notre uranium, nous allons mettre en place des contrats gagnant-gagnant. Nous, notre pétrole, nous allons mettre en place des contrats gagnant-gagnant. Maintenant, ça devient un problème lorsque ces voies, justement, qui vont mener à ce que un partenariat gagnant-gagnant soit instauré, lorsque ces voies sont bloquées, là, ça devient un problème. Et c'est ça qui est à la base de la plupart des soulèvements que l'on peut voir un peu partout en Afrique. Je vais vous dire une chose, hein, d'ici 10 ans, ce genre de problématique sera derrière nous. Parce que le plus dur a été fait. Le plus dur a été fait et le plus dur, c'est quoi? Le plus dur, c'est de mettre dans la tête des Africains et de l'opinion publique africaine qu'il est indispensable de revoir les termes des échanges, qu'il est indispensable de redéfinir les termes de la collaboration entre la France et les pays africains de l'Afrique de l'Ouest, entre même d'autres puissances et les pays d'Afrique. Maintenant, que ce soit les élites, que ce soit la population africaine, est consciente qu'il faudrait, et urgemment même, redéfinir le mode de collaboration qui existe depuis 1960 entre les pays africains et les autres puissances étrangères. Ça, c'est acquis. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que plus on va avancer, plus on ira vers cet idéal. Plus on va avancer, plus on ira plus on aura des dirigeants qui seront à cheval et qui seront très regardants par rapport à la manière dont ils vont collaborer avec les autres puissances. Et cette prise de conscience va toujours aller dans le sens des intérêts des populations. Ça, c'est déjà acquis. Maintenant, ce qui est en train de se passer, que ce soit au Niger, au Mali ou ailleurs, c'est tout simplement symptomatique d'un vent de changement qui n'aurait pas pu avoir lieu, je dis bien, sans l'influence des réseaux sociaux. Parce que réseaux sociaux, comme j'ai l'habitude de le dire, l'Occident a créé une arme qui s'est retournée contre elle. C'est tout simplement ça. Parce que l'objectif en créant des réseaux sociaux, c'est de pouvoir permettre aux gens de communiquer en étant d'un bout du monde, d'un point à l'autre. Mais certaines personnes l'ont utilisé afin de servir leur lutte. Je donne l'exemple d'un dirigeant politique ici au Sénégal. Au début de son aventure politique, on l'a taxé de candidat des réseaux sociaux. Actuellement, sa puissance dépasse largement les réseaux sociaux. Donc, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que les Africains ont pu utiliser tous ces outils à leur avantage. À leur avantage. Et ça risque d'aller crescendo, ça risque de perdurer dans le temps. Et d'ailleurs, j'avais dit un jour dans un de mes posts Facebook que pour
pour combattre, c'est-à-dire pour affronter, dans une logique d'affrontement avec les puissances occidentales, pour que ces actions puissent avoir suffisamment d'écho, il faut taper à deux endroits. Il faut taper soit au portefeuille, soit on tape au niveau de la réputation. Et ça, la jeunesse africaine l'a compris. En fait, ce n'est pas pour rien. Pour un observateur, moi, j'observe depuis plus de 10 ans, j'observe comment les mouvements de contestation, comment même les émeutes de mars 2021. Après les émeutes de mars 2021, j'ai été un des premiers à dire, et à plusieurs reprises, que ça va se passer encore, ça va revenir. Pourquoi? Parce que les éléments qui font que les peuples se révoltent, ces éléments ne sont pas résolus à la base. Et si ces éléments ne sont pas résolus à la base, il y aura toujours des manifestations et des émeutes de manière cyclique et parfois même plus violentes. Les événements de juin 2022, je l'avais dit au moins un an à l'avance. Et je savais que ça allait se passer. Donc, qu'est-ce que j'allais dire? C'est que il faut soit taper au niveau de la réputation ou taper au portefeuille. Ce n'est pas pour rien que dans les pays africains, là, et même au Sénégal, que quand il y a émeute, les gens s'attaquent aux intérêts étrangers. Ce n'est pas pour rien. Ce n'est pas pour rien. Parce que c'est une manière de taper au portefeuille et de mettre la pression sur le patronat, parce que depuis les années 80, la France a désormais une diplomatie plus axée sur l'économie que sur le politique. La diplomatie française actuellement, c'est plus axé sur l'économie. C'est-à-dire, c'est une manière de promouvoir les entreprises étrangères à l'étranger, et les entreprises françaises, je dirais, à l'étranger, pour avoir le plus d'argent qui va retourner vers la France. Et justement, le président Macron, quand il voyage dans son avion, mais il y a énormément d'hommes d'affaires, il est toujours accompagné de plus d'une dizaine d'hommes d'affaires. Il n'y a qu'au Sénégal où le président voyage avec des mannequins ou des griots ou des laudateurs. Non, un président sérieux, quand il voyage dans son avion, il est accompagné d'hommes d'affaires. Et son objectif est d'aller dans ce pays et d'aider ces hommes d'affaires à décrocher des contrats. C'est ce que fait le roi du Maroc, c'est ce que fait le président Recep Tayyip Erdogan, le président turc, c'est ce que fait le président de la France et tous les présidents de pays qui ont de l'ambition. C'est pour cela que la jeunesse africaine, à chaque révolte, elle attaque sciemment les intérêts étrangers, notamment de la France. Ce n'est pas pour rien que les stations Total sont visées, ce n'est pas pour rien que les magasins Auchan sont visés, parce qu'ils savent que c'est la meilleure manière de faire réagir la puissance étrangère, de lui faire comprendre notre message, que nous, on veut plus de respect. C'est ça, en fait. Moi, en tant qu'observateur, c'est ça que... Moi, en tant qu'observateur, c'est ça que j'ai pu déceler. Il faut soit taper au portefeuille, je l'ai expliqué. Maintenant, au niveau de la réputation, sur les réseaux sociaux, il y a des gens qui portent la voix de la panafricanité, bien qu'on ne soit pas toujours d'accord avec ce qu'ils disent. Et là, j'ai en tête Kémy Séba, j'ai en tête Franklin Nyamsi, j'ai en tête Nathalie Yam, mais on n'est pas toujours d'accord avec ce qu'ils disent. Mais au moins, il faut reconnaître que leur voix est entendue. Et ils font très mal à la France. Ça, je le dis, ils font très, très mal à la France, surtout au niveau des réseaux sociaux. Et ce n'est pas pour rien que les Français, à chaque fois que tu leur poses cette question, ils se disent non, ce sont des agents russes qui sont payés par la Russie et tout. Mais absolument pas. Moi, j'ai des preuves selon lesquelles ils ne sont absolument pas payés par la Russie. Ils sont juste... Quand même de temps en temps financés. Hein, ils sont de temps en temps financés par des organisations russes quelquefois. Ils sont financés. Ils sont financés. Certains de ces voyages sont financés par des organisations russes. Non, mais quand par exemple, Kémy Séba se rend en Russie au sommet de Saint-Pétersbourg, il se pourrait qu'il soit invité par une organisation russe ou même par le Kremlin. Mais qu'est-ce qui l'empêche? Je donne un exemple. Qu'est-ce qui devrait empêcher ça? Pourquoi? Qu'est-ce qui devrait empêcher ça? Mais quand un activiste sénégalais va en France... Non, rien ne doit l'empêcher. Oui, le plus important, c'est... Oui, quand un activiste sénégalais quitte le Sénégal pour aller en France sur invitation de l'Élysée, là, il n'y a pas de problème. Mais quand un activiste africain quitte pour aller à Saint-Pétersbourg, là, il y a un problème. Donc, il y a un problème, en fait. Moi, je me rappelle en 2012, Jean-Yves Le Drian, ministre des Affaires étrangères, à l'époque, était venu jusqu'au Sénégal et n'est même pas passé au palais.
il est allé directement au siège de Y'en a marre aux Parcelles Assainies. Tu vois un peu? Ça, si ce n'est pas de l'ingérence, c'est quoi? Et c'était dans cette logique de combattre le pouvoir en place. Parce que le président en place le dérangeait, il fallait mettre un autre qui était plus favorable aux intérêts de la France. Mais ça, tu le fais... Donc, ce que j'essaie de dire, moi, je suis observateur. Donc, ce que j'essaie de te dire, depuis le début de l'émission, mon argumentaire est fondé sur une chose. Je suis observateur. Et en tant qu'observateur, je dis des choses factuelles. Je dis ce que je vois. Et je me pose des questions en tant qu'analyste et en tant que quelqu'un qui sait comment le monde, à peu près, bon, en toute modestie, quoi, qui sait à peu près comment le monde fonctionne, quels sont les différents blocs qui s'affrontent et qui a une position plus ou moins tranchée par rapport à certaines questions. Mais quand même, il faudrait que les opinions puissent se poser les vraies questions qu'il faille et que, justement, qu'ils se fassent leur propre idée par rapport à tout ce qui est en train de se passer au Sahel, au Sénégal ou ailleurs. Donc, il n'y a rien de plus normal, en fait. Il n'y a rien de plus normal. Très bien, Pa Ousmane, je rappelle que tu es doctorant, chercheur en sciences politiques et spécialisé des questions de sécurité, tu as d'analyse de, on va dire, de situations conflictuelles en Afrique et particulièrement en Afrique de l'Est au Sénégal. C'était un grand plaisir de parler de ces problématiques d'actualité, cette problématique du Niger, cette possible intervention de la communauté économique des États de l'Afrique de l'Est au Niger. Merci en tout cas de nous avoir suivis. Pa Ousmane, merci d'avoir accepté mon invitation. Est-ce que tu as un dernier mot? Quel serait ton dernier mot, Pa Ousmane? Oui, mon dernier mot serait qu'on encourage la démocratie en Afrique et la vraie démocratie. Qu'est-ce que la vraie démocratie? C'est que les aspirations des populations africaines soient prises en compte. Il est impensable que dans un pays qui se dit démocratique, que l'aspiration populaire soit ignorée, que les aspirations des peuples soient ignorées. Et je donne le cas du Sénégal, si tu me le permets. Il est inconcevable pour un pays comme le Sénégal qu'on cherche à éliminer un opposant dont les dernières élections révèlent qu'il y a plus de 700 000 Sénégalais qui ont voté pour cette personne. OK? Et que dont les sondages officiels comme officieux donnent favori à l'élection présidentielle. Ça, le faire, c'est faire, disons, barrage à la démocratie. Et cela développe... Et ça réveille des tensions et des fractures sociales. Oui, ça réveille des fractures sociales. Si tu navigues sur les réseaux sociaux, tu verras qu'il y a une fracture sociale profonde. Je l'avais dit la dernière fois. De plus en plus au Sénégal. Ouais. Oui, beaucoup de mythes vont tomber au Sénégal. Beaucoup de mythes. Et quand je dis mythes, c'est-à-dire des choses auxquelles on croyait qui étaient vraies, alors qu'au fond, ce n'était pas vrai. Beaucoup de mythes vont tomber. Et que le Sénégal est profondément divisé et que le pays ne mérite pas ça. Le pays a longtemps été considéré comme une vitrine démocratique. Elle devrait continuer à être une vitrine démocratique, même si le pouvoir en place est appelé à perdre les élections dans un futur proche. C'est aussi simple que ça. Dans une démocratie, c'est la majorité qui gouverne. Si la majorité dit que moi, j'aimerais que, disons, je donne un exemple au hasard, j'aimerais que Ouzin Keïta devienne mon président, mais on est en démocratie. Rien ne devrait empêcher à quelqu'un comme ça de poser sa candidature et de laisser la population décider de manière éclairée, de manière consciente de leur futur leader. Donc, tant qu'il y aura en Afrique ce genre d'obstruction à la démocratie, on n'aura pas résolu les problèmes sécuritaires que nous sommes en train de combattre. Et quand je parle de problèmes sécuritaires, ce sont toutes les manifestations sporadiques qui font des dizaines de morts, tous les changements anticonstitutionnels de pouvoir et tout ce qui a trait à l'extrémisme, parce que quand les gens sont ignorés, ils sont radicalisés. Ils se radicalisent rapidement. Donc, c'est sur ces mots que j'aimerais finir mon intervention, tout en te remerciant par rapport à l'opportunité et à la pertinence des échanges. Merci. Merci beaucoup, Pa Ousmane. Tu sais très bien que tu es, on va dire,
Voilà, bienvenue dans cette chaîne YouTube Sunugal Jekanam qui, je le rappelle, a une vocation de démocratisation du savoir et de l'information. Et j'ai l'habitude de le dire, l'information commence ici. Moi, j'ai envie vraiment qu'on évoque des choses dont on ne parle pas dans les médias traditionnels sénégalais. Absolument, surtout les médias traditionnels. Voilà, qui intéressent fondamentalement l'opinion sénégalaise. Et la problématique que tu as soulevée à la fin est très importante parce qu'aujourd'hui, je trouve que, on l'a dit, hein, il y a une fracture, il y a une haine. Clairement, il y a une haine qui sévit au Sénégal de plus en plus entre des partisans du pouvoir, des partisans de l'opposition. J'ai appris aujourd'hui que Ousmane Sonko, je ne sais pas si c'est vrai ou pas, mais il y a une grosse info qui passe comme quoi il est admis en réanimation. Dans une démocratie, ça fait mal de voir ça. Ça fait mal de voir ça dans une démocratie, alors que le gars est peut-être entre la vie et la mort. Tu vois, quelqu'un qui est très, très dans le contexte sénégalais, qui a eu 700 000 personnes, que puisse aujourd'hui, voilà, 700 000 personnes en 2019. 700 000 personnes, voilà. Ça veut dire qu'actuellement, avec tout ce qui s'est passé, il est au moins à 1,5 million de personnes qui aimeraient et qui n'hésiteraient pas à voter pour lui en cas d'élection présidentielle. Voilà. Donc, si tu empêches cette candidature... Oui, le fait d'empêcher cette candidature, c'est d'empêcher la volonté populaire de s'exprimer. Et quand la volonté populaire ne s'exprime pas, c'est une catastrophe pour la démocratie et cela entraîne plus tard certaines frustrations qui peuvent découler sur beaucoup de choses en fait. Clairement. Très, très important. Je pense que je ferai une émission spéciale sur le cas de Ousmane parce que sur Sunugal Jekanam, moi, je n'ai pas de sens interdit. Je n'ai pas absolument. Tant que ça impacte le réel sénégalais, et je pense que le cas Ousmane Sonko impacte fondamentalement, qu'on le veuille ou pas, la vie des Sénégalais. Et ça se voit. Absolument. Non, mais si tu vas dans les médias, même sur les réseaux sociaux, il est toujours en prison, mais on ne parle que de lui. Et ça, c'est un indicateur. Tu vas dans les réseaux sociaux, les médias traditionnels, les marchés, les transports publics, ce sont des bons indicateurs d'opinion. Hein. Je te donne un secret. Quand tu vas dans ces endroits-là, les transports publics et les marchés, il faut bien écouter ce qui se dit. Parce que souvent, ce sont de bons endroits pour mesurer l'opinion. Et là, quand tu y vas, dans ces endroits, tu sens nettement que le gosse, comme l'appellent les politiciens traditionnels, il est très, très populaire. Il est très, très populaire, malheureusement pour eux. Mais non, il y a une transition. Ce sera un cas d'analyse par Ousmane sur, on va dire, le phénomène de l'homme politique Ousmane Sonko. Je pense qu'en tant que sciences politique, en tant que peut-être analyste d'une stratégie de communication, ça pourrait être très, très intéressant. En tout cas, merci encore Ousmane. On a fait 1h30 de live. C'était un très, très grand plaisir. Et encore une fois, les portes de Sunugal Jekanam sont ouvertes, comme tu le sais, naturellement. Je vous donne rendez-vous au prochain contenu sur Sunugal Jekanam. Et surtout, n'hésitez pas à partager ce contenu, n'hésitez pas à liker ce contenu et surtout, n'hésitez pas à vous abonner sur Sunugal Jekanam. À très bientôt. Merci beaucoup.